Que s'est-il passé? C'est la question qui forme le titre du premier roman de Marie Cosnay et elle signale l'interrogation qui traverse toute son œuvre. Comment faire du passé une question présente et comment mettre les moyens de l'écriture au- au service d'une anamnèse qui interroge notre présence au monde et la façon dont nous nous y engageons. Elle est, cette œuvre complexe et vaste de presque une trentaine de livres depuis 2003 et elle présente, je crois, une double particularité. D'une part, elle compose les pages éparses de ce que l'on pourrait appeler une oubliothèque, c'est-à-dire une œuvre qui prend en écharpe les oublis collectifs et les épisodes que l'historiographie officielle n'a pas racontés. Entre les trous de mémoire, ce que l'on voit à peu près toutes les 3 pages dans cette œuvre, ce sont des raccros inattendus, des discontinuités et des ruptures, des incohérences, des appropriations abusives, des déformations retorses de la mémoire collective et une écriture qui essaye de raccorder des épisodes tant bien que mal et le présent au passé dans un tissage narratif qui est à la fois familial, collectif, individuel, amoureux. Ce qui caractérise la saisie littéraire de cette œuvre, la saisie littéraire du passé de cette œuvre, c'est que ce qui se dérobe fait appel à une série de procédés typographiques, syntaxiques, ponctuants, lexicaux, narratifs, sémantiques, qui rendent cette question, qui donne une présence formelle à cette question de manière très, très visible. Alors, il y a les premiers textes, Adèle, La scène perdue, Que s'est-il passé ou Villa chagrin, qui évoque le passé à partir d'amours perdus, brutalement interrompus dans un accident de voiture ou par le cours de l'histoire collective. On pourrait ajouter If, qui est beaucoup plus récent dans ce groupe de textes-là. Il cède rapidement le pas à des publications qui, à la manière de récits de filiation, inscrivent la question de la mémoire collective dans une filiation généalogique, dans une histoire familiale, et figure l'histoire révolue dans des personnages mystérieux issus du cercle familial, mais qui présentent des silences, des non-dits, des refus de parler, plutôt qu'une transmission de la mémoire familiale. Dans la figure de l'arrière-grand-père d'André Desombres étant de celle-ci, puisque ses proches, et celui-ci en particulier, n'est pas le gardien et le passeur d'une mémoire familiale, mais l'incarnation d'un silence. Alors, ces legs mémoriels prennent également une autre forme et sont figurés sous des personnages qui renvoient plutôt à l'idée d'un naufrage de la mémoire. Et je pense notamment à l'image de la femme errante et alcoolique des noces de Mantoue, ou à celle qui revient dans Un autre humanité. Alors là, c'est un récit-reportage qui est inspiré du très brechtien documentaire fiction de Peter Watkins et qui donne essentiellement la voix à Amy, jeune fille rescapée des exécutions sommaires de la Semaine sanglante. Elle est prise dans la répression de la commune et folle et hantée par ce qu'elle a vu. Elle se prostitue à ce moment-là pour survivre péniblement. Et dans la modeste cabane où elle exerce son métier, elle recueille les confidences avinées, vantardes des soldats versaillais. Entre deux passes, elle reconstitue les violences qui ont accompagné le triomphe versaillais du 28 mai 1871 et compte les actes de barbarie d'une bourgeoisie ordinaire, des séides qui vengent la peur que leur inspirent les classes dites dangereuses. À la limite de la folie,
et c'est là-dessus que je conclurai, sur la commissure des lèvres, dans la poussière des archives ou gravé sur les murs d'une geôle, le pouvoir d'évocation du passé résonne dans cette œuvre de tout son silence. Seul le présent lui est sourd et il affirme, et comme l'affirme toute l'œuvre de Marie Cosnet, son souffle se renouvelle d'œuvre en œuvre et à l'écoute d'un même écho de l'histoire et de ses silences. Alors, Marie, merci encore d'être là. Je lance notre entretien en te posant une première question. C'est la suivante. Qu'il s'agisse de l'histoire de la représentation du Pays basque, qui est là également, de la guerre d'Algérie dans If, de la Première Guerre mondiale dans Entrée des ombres, de la Commune dans Un autre humanité, ton œuvre est marquée par des oublis de l'histoire, dont l'écriture se charge de dire comment ils indiquent une histoire, des oublis de l'histoire. Quels sont les trous de mémoire qui t'inspirent et comment est-ce que l'écriture les intègre? Je me suis jamais rendu compte, je n'ai jamais pensé les choses pour aucun des livres que tu as cités comme étant inspiré par un trou de mémoire qu'il faudrait combler comme quelque chose que en revanche, alors pour dire des choses très, je vais parler, je vais donner des exemples pour que ce soit un peu concret, sinon pour moi-même ça ne l'est pas. Si je pars d'un récit comme Éléphantesque, par exemple, qui se passe dans le Médoc et qui raconte l'histoire d'un jeune résistant de 17 ans, de 15 ans même, qui s'engage dans la résistance. Je crois que à côté de la question, qui n'est pas du tout un oubli pour le coup, mais qui est une question autour de laquelle enquêter, qu'est-ce qui fait qu'à 15 ans, dans ce milieu-là, Cato, etc., on s'engage parce que dans la résistance jusqu'à mourir un peu plus tard dans les camps. À côté de cette question-là, l'autre question qui se pose à moi comme qui se pose à moi un peu en sourdine, un peu à côté, c'est combien de vies dans une vie si brève, en fait. À quel point le temps bref de l'histoire, puisqu'on peut le dater avec des... Voilà, est un temps dans lequel non seulement il se passe beaucoup de choses, des épisodes, des retournements, des bouleversements, et aussi une intensité, en fait, autant en épisode qu'en intensité. Et je crois que c'est plutôt... alors, je ne sais pas ce qu'on appelle l'oubli là, je vais essayer d'y revenir, mais je crois que c'est autour de questions comme ça qui s'accrochent l'une à l'autre que ça me donne je crois que c'est pas des trous de mémoire, c'est des questions insolubles en fait. Pareil pour André des Ombres et la Première Guerre mondiale, c'est de se dire en fait une catastrophe entre deux siècles, en fait, et ce siècle d'avant le 20e, donc le 19e, qui se termine et auquel je peux tendre la main parce qu'il s'agit de mon arrière-grand-père. Donc, c'est pas si loin, mon arrière-grand-père, c'est des récits encore oraux, c'est encore de l'ordre de l'oralité, de ce qu'on m'a raconté, etc. Et du coup, ça fait une immense bascule aussi, et du lien et de la bascule. Et je fais du lien entre ça, c'est la même chose, en fait, c'est la même question de bascule, de lien et de rupture à la fois. C'est un peu la même chose quand des histoires arrivent à moi. Et je ne sais pas pourquoi, c'est qu'on est tous dans des histoires tragiques et simplement on peut les voir ou moins les voir, ou moins se poser la question. Mais en ce moment, beaucoup d'histoires tragiques m'arrivent qui sont à la fois des histoires qui arrivent de loin. Donc après, la question c'est, étant donné qu'elles sont tragiques et qu'elles arrivent à des gens qui aujourd'hui perdent leur vie, leurs proches, etc. Qu'est-ce que j'en fais? Ça, c'est une autre question. Mais il se trouve que les histoires arrivent à moi, comme si j'y étais, je me sens en tout cas au croisement. Elles arrivent de loin et elles sont toutes proches. Je peux donner plein d'exemples de ça. Elles arrivent de très loin et à la fois, elles sont hyper familières du point de vue des traumas ou des comparaisons que je peux faire avec la mienne, mais c'est même pas ça. Mais tellement imbriqué en fait. Voilà, donc c'est pas. Et l'autre chose qui m'arrive quand tu dis qu'est-ce qui fait écrire et le trou de mémoire, c'est ce qui me vient comme ça, c'est je crois que tous les textes que tu as cités et les autres aussi, en tout cas moi c'est comme ça que je les vis en les écrivant, c'est comme une question que je me pose à moi-même, donc c'est une forme d'enquête
autour de quelque chose. Et dès qu'il y a enquête, il y a plus de vie, il y a de la vie, encore, il se passe des choses, mais il y a aussi oubli de quelque chose. C'est-à-dire que pour que l'enquête se poursuive, il faut oublier la question enfin, je ne sais pas qu'il faut, en tout cas moi, il se trouve que j'oublie la question pour que l'enquête se poursuit avec des erreurs en fait, il y a des embranchements, un peu l'histoire, la grande histoire d'enquête d'Ypres, il va demander ce qu'il faut faire, est-ce que vraiment il va tuer son père, etc. Et, enfin, il va demander non, de qui il est le fils. On lui dit tu vas tuer tes parents, il oublie que la première question qu'il a posée et la suite, on la connaît. En fait, parce qu'il oublie quand même la question qu'il a posée. Il n'a pas la réponse à la question qu'il a posée. Il ne se dit pas tiens, mais ce n'est pas du tout la question que j'avais posée. Revenons. Non, en fait, il continue. Ça semble... L'enquête, elle part sur de mauvaises pistes, en fait, parce qu'on n'a jamais les bonnes réponses. Aux premières questions qu'on pose, on a toujours des réponses foireuses, en fait. Et c'est ce genre de mauvaise réponse à la question qu'on a posée qui fait qu'on continue l'enquête. Et je crois que là, il y a quelque chose qui, moi, me fascine aussi parce que ça redouble l'histoire. Et même quand les histoires sont tragiques, comme je disais, je ne sais pas, c'est un plaisir de vie, même quand c'est une histoire de mort. Ce que tu dis est particulièrement vrai pour Cordélia Laguerre, où l'enquête est policière, puisque le texte mêle quand même une enquête policière fondée sur des erreurs à une évocation de l'histoire. Mais pour rebondir sur ce que tu viens de dire et sur la façon dont l'histoire soudain fait question pour toi, s'il y a quelque chose qui caractérise ton œuvre aussi, c'est que le lien au passé est toujours reformulé au présent et que les questions posées au sujet de l'histoire suppose aussi une forme d'engagement. C'est notamment visible dans la manière dont ton œuvre décrit et observe l'Europe contemporaine comme un espace de déni du droit d'asile. Et là-dessus, et comment elle tourne le dos à toute une tradition et à un ensemble de textes où l'hospitalité est une question fondamentale. Ça se manifeste également dans ta pratique de la traduction. Marie Cosnet, la traductrice des Métamorphoses d'Ovide, publiées également aux éditions de Logre. Et dans des intertextes antiques comme l'Énéide notamment. Alors, comment est-ce que l'oubli est pour toi une manière de donner une actualité à l'histoire et au passé? C'est-à-dire, au fond, comment est-ce que oublier est la condition même du partage de la mémoire? Et comment est-ce que ça se confond pour toi aussi avec une question de l'invisibilité sociale et avec une forme d'engagement, notamment au sujet de la question de l'asile et de ce. Alors, à un moment même où on parle, au moment même où nous parlons, il se trouve que 10 bateaux, c'est-à-dire 470 personnes, sont en train de dériver sur l'océan Atlantique depuis maintenant plusieurs jours, 4 jours, et que les secours qui ont été appelés ne les trouvent pas. Ils ne les trouveront certainement pas parce que ça fait vraiment une semaine qu'ils sont partis. Ou s'ils les trouvent, ils les trouveront. C'est-à-dire, ce sont des bateaux qui sont partis du Sahara occidental, l'Ayoun ou Dakhla, et qui vont vers les Canaries. Et cette question de la disparition autour de l'Europe, que ce soit l'océan Atlantique, qui est aujourd'hui, avec cette nouvelle disparition-là, qui n'est pas encore actée, mais qui va l'être dans les heures qui suivent probablement, la route qui est la plus meurtrière de migration, la mer d'Alborane, on n'en parle jamais, qui est une mer incroyablement meurtrière, qui était la route du hashish avant,
et qui est la route que prennent aujourd'hui depuis le début du Covid et le début de la désillusion après le Irak, en Algérie, les jeunes Algériens, exclusivement, quasiment exclusivement prise par de jeunes Algériens, Algériens diplômés, pas forcément des classes populaires les plus en fragilité, des gens qui n'ont pas eu de visa, qui les ont demandé 10 fois, etc. Et puis évidemment, la mer Méditerranée centrale, qui est aussi une mer très meurtrière, mais on le sait un petit peu plus, parce qu'il y a des bateaux privés qui œuvrent dans cette mer-là. Et en fait, alors je ne compte pas les morts, je ne fais pas ça, mais de voir passer le nombre de personnes, c'est-à-dire que là, on va dans quelques heures apprendre que 470 ou 475 personnes ont disparu. Ce n'est pas 475 personnes qui sont touchées par cette histoire, c'est beaucoup plus. Chaque personne est en lien avec toute sa famille, d'une part, tous ses frères de route, d'autre part, toute sa famille lointaine, tous ses camarades, toute une communauté aussi. En fait, ce sont d'immenses communautés qui sont touchées. Là, je parle de l'Afrique de l'Ouest et aussi de l'Algérie et du Maroc. D'une manière qui est criminelle, en fait. Il y a pas de... et ce qui m'étonne, même au-delà de... Alors, on pourra parler de l'hospitalité, qui est presque une autre question, c'est qu'en fait, cette question-là, de la disparition aux frontières et de la mort aux frontières, de la mort dans la mer et de la mort sans corps, et sans nom, et sans corps, c'est une question qui n'est pas construite, en fait. Parce que dès qu'on la pose, comme là, on va dire... Oui, mais c'est pas mais, personne n'est réjoui que les gens meurent en mer, hein, je crois pas, même les gens qui fabriquent les lois européennes et tout ça, personne ne peut se réjouir de ça. Mais il n'empêche que c'est une question qui ne se construit pas comme une catastrophe, en fait. C'est pas une catastrophe, c'est un drame de l'immigration irrégulière, comme si l'immigration pouvait être irrégulière. Quitter son pays, c'est un des droits fondamentaux. Bon. C'est un des drames des passeurs, des réseaux de passeurs. Alors qu'en fait, les réseaux de passeurs, ce sont des réseaux construits parce que les routes sont empêchées, etc. Ou alors, c'est encore la question de dire oui, mais c'est une question de l'Eldorado européen qui est la grosse erreur. Et bon, mais il se trouve que c'est pour l'instant un rêve pour certaines personnes et que peut pas, enfin, on ne va pas guider les rêves des gens, c'est comme ça. Il se trouve que c'est en ce moment-là, présent, le rêve possible et peut-être obligé, et peut-être comme un phénomène, un rêve construit, comme tous les rêves, comme tous nos rêves le sont. En tout cas, c'est vrai que c'est le cas, que c'est une fuite et un rêve à la fois. Bon, et du coup, avec toutes ces raisons-là qui entourent la question, on aurait l'oubli, l'oubli de l'événement en réalité, qui est un événement qui est un crime, en tout cas une mort en masse, en fait, autour de l'Europe. Et on en fait, et le peu de fois qu'on en parle, c'est soit pour en parler du point de vue humanitaire, du point de vue de l'humanisme, du point de vue du militantisme aussi, mais jamais du point de vue objectif d'un fait qui est en ce moment, une catastrophe est en cours jour après jour, jour après jour. Il n'y a pas un jour sans un drame, sans une catastrophe, que ce soit aux frontières extérieures de l'espace Schengen ou même, on le sait, aux frontières intérieures. Puisque Calais, ça fait longtemps. Et là, je ne sais pas si sans doute vous n'avez pas suivi parce que vous êtes bien loin, mais la frontière entre l'Espagne et la France, la frontière basque, qui est traversée par la Bidassoa, petite rivière, 2 morts en un mois, parce que les gens ne peuvent plus passer par le pont. Je sais pas si, je crois que c'est vachement important les images. Je m'éloigne de l'oubli, mais pas vraiment du tout en réalité. Mais on a des images en fait. En fait, on a des images. Et là, sur la Bidassoa, on a, je sais pas si, la Bidassoa, ça fait 50 mètres. Hein. C'est tout. Il y a des courants, c'est dangereux quand c'est à marée haute parce que c'est un fleuve qui rejoint la mer, mais ça a l'air étroit, mais deux ponts la traversent. Bon, le pont, c'est bien fait pour passer d'une berge à une autre. Ces ponts sont impraticables pour les gens noirs. Nous, on passe comme on veut. On passe comme on veut, il n'y a aucun souci, même par temps de Covid. Au moment où il fallait un test PCR pour aller en Espagne, on passait quand même, sans aucun problème, sans être même contrôlé, sauf à le demander. Mais personne ne peut passer.
C'est pour ça que les gens passent par la montagne, par des sentiers récupérés de la guerre des aviateurs anglais en fait et des juifs qui passaient par là dans l'autre sens. Donc les sentiers en montagne qui ne sont pas des sentiers qui sont sans danger parce qu'il y a moins de passeurs et moins de guides, de vrais passeurs, je veux dire, de passeurs qui prennent de l'argent peut-être, mais qui font le job en tout cas. Ce n'est pas du tout des mafias. On manque de passeurs en fait, même si c'est un métier, pourquoi pas. Et du coup, les gens passent par l'eau parce que c'est le seul moyen, parce qu'il n'y a plus de moyens de passer. Donc là, on est quand même sur une frontière qui, jusqu'à présent, c'est très simple, hein, c'est même pas le Covid qui a déclenché la fermeture de la frontière totale pour les gens noirs, puisque c'est ça dont il s'agit, et les Marocains, voilà, arabes et noirs ne passent pas, c'est l'attentat de Nice. L'attentat de Nice, on a dit qu'un réfugié était passé par Lampedusa, et au même moment, on n'annonçait pas, mais enfin, on savait, si on suivait, on savait que les îles Canaries faisaient tout ce qu'il fallait du côté espagnol pour empêcher, en fait, que ces îles-là deviennent une nouvelle Lesbos, de nouvelles îles prisons. Ils réussissent, hein, ils y arrivent, les Espagnols, ils ont plus de moyens de résister aux pressions européennes que la Grèce, et du coup, et les avocats qui travaillent énormément sur cette question, et donc du point de vue juridique et aussi du point de vue sans doute du rapport de force et tout ça, les îles Canaries semblent ne pas devenir le hotspot que sont devenues les îles grecques, mais ça s'est fait à peu en fait, parce que ça a commencé en fait, ça a commencé, les anciens, je ne sais pas si vous avez suivi tous les chefs d'État, les Espagnols, Macron, etc., qui sont partis pour essayer de refaire de renouer les vieux contrats avec les pays de départ, hein, donc la Mauritanie qui accepte, mais le Sénégal n'accepte pas, le Maroc n'accepte pas, on sait bon, ce que ça a donné. Voilà. Et du coup, on savait que les îles Canaries allaient laisser passer les gens. Et on savait qu'il y avait peut-être à ce moment-là 17 000 personnes sur les îles Canaries. En fait, c'est ridicule parce que 17 000 personnes, c'est vraiment... Enfin, je sais pas, c'est à la fois rien, à la fois beaucoup, mais c'est pas grand, c'est l'Europe est grande en fait. 17 000 personnes ne vont pas ni en Espagne ni en France, mais un peu partout. Donc, on savait qu'il y avait 17 000 personnes sur les îles Canaries. Et c'est à ce moment-là qu'on a su qu'il y a une ordonnance qui a été gagnée, un truc super important qui est plus qu'une jurisprudence qui a été gagnée par les avocats espagnols, qui faisait qu'on ne pouvait pas ne pas laisser partir les gens des îles Canaries. Et c'est à ce moment-là, attentat du gars sorti de Lampedusa, on communique bien sur le fait qu'il est sorti d'une île comme ça, Lampedusa, et la frontière est fermée. Et nous, à la frontière espagnole, là, on a l'armée, en fait, et c'est complètement infranchissable. Du coup, je reviens à l'image. L'image, c'est 2 ponts sur la Bidasoa et un noyer au milieu. C'est dingue, en fait, comme image, en fait, comme ce que ça donne à voir. Je me disais aussi que... Alors, bon, je veux revenir à l'oubli, parce que sinon, sur les images, je peux continuer, mais pour raccrocher avec la question et le thème, c'est que ce noyer, parlons de lui, puisque on ne peut pas parler de tout le monde, ce noyer, le lendemain, donc il y a eu une chronique AFP, on ne dit pas comme ça, une dépêche AFP, et puis il y a eu un article dans le journal Sud-Ouest, pas pour incriminer les journalistes, parce que je l'ai fait déjà en direct, je ne veux pas l'enfoncer, mais l'article du journal, c'était un corps extrait de la Bidassoa, un migrant noyé, en sous-titre, le migrant aurait tenté de franchir la frontière. Voilà. Illégalement, un truc comme ça. Et après, l'article continuait sur parce qu'en fait, le même jour, le jour où ce garçon a tenté de franchir la frontière, d'autres l'ont franchi, toujours par la rivière, par le fleuve, et sont arrivés de l'autre côté, c'est-à-dire à Hendaye, c'est-à-dire 50 mètres plus loin, mais côté Hendaye, sur la berge sur laquelle il y avait des promeneurs, parce que tout ça, c'est pas... Parce que ça, c'est dingue, c'est au milieu des promeneurs et des gens qui font du kayak. Et du coup, il y avait des promeneurs sur la berge côté français. Et le milieu, c'est une petite île, ça s'appelle l'île des Faisans, au milieu de la Bidassoa. Et l'île des Faisans, elle est 6 mois de l'année française, 6 mois de l'année espagnole. Bon,
c'est une autre question. Et donc, un des garçons est arrivé de l'autre côté et un promeneur lui a tendu la main, ce qui est quand même le geste le plus normal, enfin, qui qu'on soit, même n'importe qui en fait, quel que soit, même sa prise de position sur l'accueil ou pas des gens. Je pense que quand on voit quelqu'un se débattre dans l'eau en lui tend la main, bon, ça c'est un élan, c'est pas une réflexion, c'est juste un truc. Et donc le gars a fait ça, très bien, c'est super, on est content. Mais enfin, l'article était sur lui, avec son nom, avec sa famille, sa ville, etc. Et ce garçon noyé et encore moins, et l'autre qui était parti, personne n'en savait rien. Bon, c'est des questions importantes. Et alors, non, je reviens parce que c'est vraiment important. C'est qu'à partir de là, j'ai essayé de connaître le nom du garçon. Et le nom, je ne vous raconte pas comment, ça a été très compliqué, mais ça a été vraiment une enquête pour obtenir son nom. Parce qu'il y a quelque chose en Espagne, je ne sais pas si c'est la même chose en France, mais même si c'est la même chose en France, ça n'a pas les mêmes répercussions, parce que l'Espagne, c'est un premier pays d'arrivée. Du coup, en Espagne, pour la protection des données, lorsque la police et la Croix-Rouge enregistrent les gens, ces noms-là ne sont pas communicables, hein, sauf à de la famille proche. Mais pour être famille proche, il faut avoir des papiers ou les preuves ADN qui prouvent qu'on est famille proche. Imaginez un peu quelqu'un dans un tout petit village en Côte d'Ivoire, comment il peut prouver que c'est... enfin, en fait, c'est juste impossible, en fait. Et donc, personne ne peut savoir qui est mort là, à ce moment-là. Bon, il se trouve que le garçon avait été enregistré à la Croix-Rouge d'Irun. Il se trouve que le chargé de migration auprès du gouvernement basque a bien voulu aller au-delà de ce qui était ses prérogatives et aussi ses droits et regarder le nom. Le nom, il me l'a donné. À partir de ce nom, on a interrogé des gens de Côte d'Ivoire, la communauté ivoirienne de toute l'Europe. À partir de la communauté ivoirienne, on est remonté jusqu'à son village. On a reconnu ses frères, on a connu les dates où il était parti, où il était arrivé, pourquoi il était parti, pourquoi il était arrivé, etc. Et ce n'est pas du tout pour l'écrire, mais ce qui est dingue, c'est que, par exemple, j'ai retrouvé sa cousine qui était en France, légale. Sa cousine qui a des papiers en France légale, mais ça ne fait pas très longtemps qu'elle a des papiers. Et la cousine en France, quand je l'ai eue au téléphone, il se trouve qu'on s'était déjà connus pour une autre histoire autour d'un petit garçon qu'on cherche à réunir avec, qui est sur les îles Canaries et qu'on tente de rapprocher d'elle en France. On n'y arrive pas parce que c'est compliqué, le droit de l'enfant, etc. Eh bien, tous ces gens-là sont de la famille, en fait. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je me trouve au croisement, au milieu d'histoires qui sont beaucoup plus grandes que nous tous, en fait, réunis, et qui sont des histoires qui nous traversent, en fait, et qui sont tragiques et qui, à la fois, nous traversent. Et cette fille, qui s'appelle Fatou, que j'ai eu plusieurs fois au téléphone à propos de son cousin mort, elle avait, comment dire, une sorte d'immense peur d'être celle qu'on allait accuser alors qu'elle vient juste d'avoir des papiers en France, d'avoir fait venir illégalement son cousin, celle qu'on allait accuser d'avoir trafiqué avec des passeurs pour lui faire passer la rivière, parce que peut-être il avait payé pour ça, pour lui faire passer la rivière et que du coup, etc. Si bien que dans un premier temps, quand elle s'est rendue compte que c'était moi qui l'appelais et qu'on se connaissait par ailleurs, elle s'est méfiée un peu de moi, si bien que après, quand ce sont les autorités, et ça a été une lutte pour que les autorités espagnoles appellent la famille, ça a été une lutte que j'ai menée toute seule, sans association, je veux dire, sans cadre, sans institution, en fait, sans garant. Donc, c'est hyper bizarre et super dangereux. Et bien, quand, enfin, le gouvernement basque l'a appelé, je vous passe toutes les questions de traduction et de machin, bambara, etc., pour lui annoncer la mort, elle a dit, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Tellement elle a eu peur qu'on lui demande de venir reconnaître le corps, ce qui voudrait dire passer la frontière, elle aussi, ce qui voudrait dire peut-être être mêlée à une affaire d'interdiction, en fait, une affaire taboue, ce qui voudrait dire beaucoup de choses, parce qu'elle a eu peur. Elle a eu peur. Et je veux dire, là, les oublis, ils sont à plein d'endroits, en fait. Ils sont, ils sont, comment ils sont quand je fais l'enquête et que je tombe sur quelqu'un que déjà je connaissais et que du coup on parle de l'autre histoire et plus de l'histoire pour laquelle je suis en train de l'appeler, ils sont dans le fait qu'elle, elle va dire non, je ne connais pas ce garçon aux autorités et après m'appeler en pleurant
pour dire est-ce que tu me comprends? Oui, je te comprends. Enfin, on est à des niveaux d'oubli. Voilà, non, beaucoup d'autres choses à dire. Et il y a quelque chose de fascinant à t'entendre, c'est que ce que tu nous racontes pose des questions au présent et qui sont d'une actualité criante, en les liant à la question du fluvial et de la mémoire aquatique qui était évoquée dans le panel présent également. Et dans la manière de raconter ces histoires, il y a, comment dire, c'est difficile de ne pas entendre la tragédie humaine, mais aussi comment ressurgit la question du langage et du récit. C'est-à-dire que là, il y a des histoires de récit familial aussi. Il y a aussi peut-être pas la question de l'oubli, mais celle de l'effacement dans le discours officiel. Et là-dessus, je rappelle que Marie Cosnet a écrit Entre chagrin et néant, qui est en fait, c'est une expérience d'écriture qui part du tribunal de Bayonne et qui relate la manière dont le langage judiciaire se charge d'expédier les demandeurs d'asile et comment ils se débrouillent in vivo dans la scène du tribunal pour ne pas écouter le personnage qui est là et qui est pris dans une tragédie humaine. Oui, tu me Oui, disais oui, une je t'en prie. chose, juste une chose, parce que ce que j'ai raconté sur le personnage de l'histoire, là, c'est Fatou, je voulais raconter juste la scène où, parce que c'est quand même, ça dit beaucoup de choses sur aussi l'effacement ou l'oubli du sujet, de celui qui va écrire aussi. Je me suis retrouvée, d'ailleurs, je n'ai toujours pas assimilé, c'est pour ça que je vous le raconte, à force de le raconter plusieurs fois, et je vais peu l'assimiler, mais je ne l'ai pas très bien assimilé encore. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme du trop grand pour moi à attraper là-dedans. Donc, ce garçon meurt à côté de chez moi et devant moi, en fait, parce qu'il se trouve que j'étais sur les bords de la butte d'Assois. Donc, il y a aussi ce traumatisme-là, quand le corps est sorti. Le corps est sorti, on ne sait pas qui c'est. Le lendemain, le papier dont je vous ai parlé, pour moi, un choc à voir que personne n'a essayé de trouver son nom, que personne même n'y a pensé. Je cherche le nom, j'ai le nom. OK. Après ce nom, je cherche la communauté. Avec la communauté, on arrive à localiser la famille. Et là, j'ai quelqu'un de Côte d'Ivoire qui me dit, tiens, je te donne un numéro à Paris, c'est la cousine, appelle ce numéro. Et je compose sur mon téléphone le numéro qu'on me donne et je vois qu'il est déjà enregistré, il est déjà dans mon répertoire. Je me dis, je me suis trompée d'un 6, d'un 7, d'un truc, j'ai fait un chiffre. Il y a des fois des numéros proches. Je vais recommencer, mais trop tard. La fille a répondu. Et donc, c'est Fatou pour qui je me bagarre pour une histoire, c'est-à-dire que son petit frère revienne en France, qui est coincé, qui est tout petit, qui a 10 ans, qui est coincé sur les îles Canaries, parce qu'il est arrivé, ce que je croyais à l'époque, tout seul dans une patera. Et c'est du regroupement familial à l'arrache, puisque le regroupement familial par visa ne se fait pas. Bon. Et du coup, je la connais Fatou pour ça. Elle a déjà répondu. Oh, je lui dis, excuse-moi, je me suis trompée. Et elle me dit, non, excuse-moi, toi, parce que je ne pourrais pas te parler, parce que j'attends une autre Marie qui va me parler de mon cousin mort. Et je m'entends lui répondre, je suis l'autre Marie. C'est bizarre. Tu vois, c'est comme si du coup, c'était moi en fait, elle m'attendait moi, mais elle ne pouvait pas imaginer qu'à la fois je m'occupais des affaires de son petit frère aux Canaries et à la fois j'étais en train de l'appeler pour le mort de la Bidassoa qui n'était autre que son cousin et je venais de l'apprendre. Et en fait, ça rend, c'est un peu fou, c'est-à-dire il y a une division là et quelque chose comme un floutage, un brouillage du sujet même, c'est-à-dire moi qui est en train d'appeler, que je ne savais plus du tout où j'étais. Ça s'est très mal passé sur le moment parce qu'elle m'a prise pour une sorcière ou quelque chose qui lui échappait. Je n'ai pas compris que je pouvais faire partie des deux histoires, puisque dans sa première histoire, j'étais Marie qui vit dans le sud de la France, et le sud de la France pour elle, c'était Marseille, et dans l'autre côté, j'étais Marie
qui devait lui annoncer, parce que le frère en Côte d'Ivoire lui avait dit c'est une Marie qui va t'appeler, qui devait lui annoncer que son frère était mort en Espagne. Donc il y en avait deux. Et du coup, moi, oui, je lui dis, mais oui, mais et je comprends tout de suite ce truc. Et je lui dis, oui, oui, c'est moi l'autre Marie. Et la suite dans la conversation, ça a été que je comprends que le petit gamin pour qui je me bagarre depuis 2 mois pour qu'il arrive en France, c'est Yahya Karamoko qui vient de mourir dans la baie d'Assoa, qui l'a amené aux Canaries. Et il n'a pas pu l'amener avec lui jusqu'en France. Et je suis là, à cet endroit de ma frontière basque, à l'endroit où je me tiens, en fait, un pied d'un côté, un pied de l'autre, avec un mort inconnu, sans nom, sans corps, sans visage, sans histoire. Et tout d'un coup, il est relié, et je ne vous raconte pas la suite, parce qu'il a été relié à beaucoup d'autres personnes après, à des personnes avec qui j'essaie de faire du lien, entre qui plutôt, j'essaie de faire du lien depuis des mois et des mois. Donc, c'est quand même être au cœur, c'est ça, c'est cette chose-là que je ne sais pas penser et qui, sur le coup, même quand j'en parle, ça me fait palpiter le cœur encore, parce que c'est comme quelque chose qu'on ne peut pas assimiler, en fait, qu'on ne peut pas assimiler tout d'un coup. Dans tout ce que tu viens de dire aussi, tu l'as évoqué plus précisément tout à l'heure, il y a aussi la question du récit de catastrophe, c'est-à-dire que dans ce que tu dis, il y a l'impensé, ce qui vient d'arriver, ce qui demande à être raconté, et des récits de catastrophes qui ne sont pas entendus, mais qui sont aussi en train de se construire, en train de se faire. Et si je peux évoquer une anecdote personnelle, je me souviens comment autour d'un café, tu lisais des récits d'immigrés, de gens qui venaient de traverser la mer, dont l'un d'eux avait fait un récit d'orage et de traversée de la tempête qui manifestait justement où là, pour le coup, il y avait quelque chose qui soudain, la création d'une fiction et d'un récit qui permet une forme de transmission de l'expérience traumatique qu'il venait de vivre. C'est tout à fait passionnant. Je me rappelle très bien ce passage de tempête et le moment. C'est qu'en fait, le garçon en question qui a écrit ce passage-là, il a fait une expérience de naufrage. Lui, il est rescapé, mais sur un bateau de 52, ils n'étaient que 6 rescapés. Tout le monde est mort. Ce garçon-là a écrit son récit une première fois au passé composé. Je dis au passé composé, mais ce n'est pas seulement ça, mais d'une manière assez parlée, assez au passé composé en effet. Et, on y est en fait. On est avec lui dans les vagues, on les voit. Il est accroché au bateau parce qu'il y a une sorte de rebord auquel il peut s'accrocher. Il a un gamin il a le pied du gamin sur l'épaule, etc. C'est vraiment. Et puis, dans le texte qu'il a confié après, parce qu'il a écrit un texte d'une 50aine de pages sur tout ça, il ne s'était même pas rendu compte, je lui ai fait remarquer que quelques pages plus loin, 5-6 pages plus loin, le même récit de naufrage et de tempête revient, cette fois au passé simple, avec une sorte d'appel aux dieux et aux mythes, mais le flot, c'est au singulier, il y a un dauphin, il se passe, voilà. En fait, c'est une transposition de son naufrage qui racontait une première fois de manière très, très vécue, après, littérairement, avec des emprunts à des mythes qu'il a entendus, bibliques, enfin, etc., qui sont... c'est incroyable. Et il ne s'était pas rendu compte qu'il racontait 2 fois. Comme il nous a fait corriger, il nous a donné son texte en disant ouais, ça ne pourrait pas faire un roman, etc. On voit bien que le récit il arrive 2 fois. Il faut évidemment garder ça, c'est magnifique. Mais il ne s'était pas rendu compte qu'il avait raconté 2 fois le récit en le transposant littérairement la deuxième fois. C'est assez phénoménal. Et là, maintenant que ce livre est sorti, ça s'appelle Chez moi ou presque, il s'appelle Stéphane Nnache, il est camerounais, et il vit en France, il a des papiers maintenant, etc. Et aujourd'hui, il écrit de nouveau
cette expérience. Mais il a une autre idée, et il n'est pas du tout quelqu'un qui vient de l'art contemporain, vous imaginez bien. Et son idée, c'est qu'il veut écrire le naufrage, parce qu'il sait exactement combien d'heures, c'est très long, il a duré 22 heures le naufrage avant qu'il soit secouru, 22 heures à voir le pied du gamin qu'il a sauvé finalement sur l'épaule, et il voudrait écrire un texte qui, une fois lu, dure 22 heures, pour connaître tout, pour connaître les éléments, pour connaître... voilà. Et donc, ça, c'est peut-être le contraire de l'oubli, c'est la mémoire qui revient et qui revient. Et je La repense à lui, mémoire trop vive, oui. la mémoire trop vive. Ouais. La mémoire trop vive pour être déjà racontée. Mm, mm, mm. Je pense à lui Euh, encore, ouais, parce que peut-être toujours autour de l'oubli et de la mémoire, c'est que après il est arrivé en Espagne et puis il a perdu contact avec sa famille au Cameroun pendant assez longtemps. Et donc, des gens, comme on savait qu'il y avait, enfin, ça s'est su, ça se sait, mais comme je disais, les registres ne sont pas du tout consultables, hein, et donc ce qui se sait, c'est beaucoup des rumeurs, en fait. Et ça s'est su qu'il y avait eu des morts sur ce convoi-là, comme on dit, et la famille et la maman a été prévenue qu'il y avait des morts dans ce convoi-là. Et, euh, et elle n'a pas cru que son fils était mort. Elle avait raison dans ce sens-là, elle avait raison. Euh, elle n'a pas cru, elle n'a jamais cru qu'il était mort. Et lorsqu'il a pu revenir au Cameroun, c'est-à-dire l'année dernière, puisque maintenant il a des papiers qui lui permettent d'aller et de venir, lorsqu'il a pu revenir au Cameroun, il est allé voir sa mère, et c'est évidemment que depuis le temps, elle savait qu'il était vivant, mais c'était comme s'il y avait eu un oubli. C'est-à-dire, c'est maintenant, parce qu'elle voit son corps, qu'elle sait vraiment qu'il n'est pas mort. Alors qu'avant, elle ne pouvait pas croire qu'il était mort, et là, elle ne pouvait pas croire qu'il était vivant, en fait. Et je crois que dans ce ne pas croire, je crois que là, on a dit beaucoup de choses sur ce qui se passe à nos frontières aujourd'hui. Ni on croit que les gens sont morts, ni on croit qu'ils sont vivants. Ils sont ni vivants ni morts, en fait. Je ne sais pas ce qu'ils sont. Ce que tu viens d'évoquer pose aussi la question de la parole de l'autre, et de son récit, c'est-à-dire j'entends bien que là tu es en train de parler d'expériences réelles, vécues, et que c'est très vif, mais ton œuvre pose aussi cette question-là, au sens où il y a énormément de passages où c'est la parole de l'autre qu'on entend, de la famille, de l'inconnu qui arrive d'ailleurs. Alors, comment est-ce que ça travaille ton écriture, et y compris non seulement par rapport à la figure de la victime, mais aussi par rapport aux figures d'autorité qu'on entend mentir, ou aux figures plus proches qui sont des affabulateurs. Il y en a aussi, et qui associent la question de l'effacement ou de l'oubli à quelque chose de plus... comment dire, à quelque chose d'inventif, étrangement, de très questionnable, mais d'inventif et teinté d'humour aussi. Dans If, c'est visible notamment. Oui, parce que, oui, c'était pas. Alors, dans If, je ne m'étais pas rendu compte, en fait, avant que tu le nommes, que If, ça reprenait le premier livre, Que s'est-il passé? Parce que déjà, dans Que s'est-il passé, on se demande quel est ce personnage lié à l'Algérie sur lequel la question est posée, en fait. Et If va creuser de ce côté-là. Et alors, c'est comme ce que je disais pour les histoires qui sont cruellement réelles et cruellement contemporaines, ce que je venais de dire, de la même manière, la scène de révélation dans If, c'est pour moi, c'est une scène vécue. Alors peut-être que je la transforme, mais j'ai pas l'impression que je la transforme. C'est la scène où
dans un garage, je trouve une valise, et c'est vrai, hein, j'ai trouvé une valise dans le garage d'une maison qu'on était en train d'acheter avec cet homme en question, qui n'est pas nommé, mais bon. Et, et dans cette valise, il y avait des photos. Et en tournant la photo, il y avait donc l'homme en question sur la photo, mais dans l'enfance. Et en tournant la photo, j'ai vu le nom. Là aussi, c'est une question de nom. J'ai vu le nom qu'il ne porte pas, qu'il ne portait pas ou qu'il ne portait plus, et qui était le nom d'avant, le nom d'Algérie en fait. Et à partir de cette révélation qui s'est faite comme ça, qui s'est faite en retournant une image et qui a été comme un secret parce que j'ai dû le cacher, que j'avais vu ça, et donc faire semblant que je croyais à la fiction, à savoir qu'il était italien, et que son nouveau nom, et d'ailleurs, mon fils, et ça c'est vrai, c'est le réel, mais j'en fais jamais part, mais c'est le cas, s'appelle Lorenzo et a hérité de la part fictive du côté italien de son père. Euh, cette, cette histoire-là, enfin, ce moment de révélation de je tourne la photo, ça a vraiment eu lieu, ça m'est arrivé. En fait, là encore une fois, je me retrouve, pourtant moi, pas du tout dans aucune histoire. Je suis capable de dire je suis l'autre Marie à Fatou, et là aussi être juste celle qui retourne la photo et qui est prise par cette histoire qui me vient, mais c'était pas ta question. Ici, celle de l'affabulation personnelle qui commence très souvent par si c'est vrai, ça m'est arrivé C'est vrai, exactement comme tu viens de le faire devant nous. oui, c'est vrai. Mais et bon, alors après, après je m'en suis rendu compte. Ouais. Il y a dans Éléphantesque aussi où il y a ma mère qui dit, mais enfin, on entend la voix de ma mère qui se moque de moi, qui suis en train d'affabuler, mais pourtant elle a tort en fait. Je sais que ça m'est arrivé. Et les affabulations, est-ce qu'il y en a d'autres? Tout est affabulation parce que, par exemple, dans les histoires recueillies, euh, qui sont recueillies non pas à dessein d'obtenir quelque chose, à savoir l'asile, mais qui sont recueillies dans le mouvement, on va dire, de la vie, c'est-à-dire on fait un bout de chemin ensemble parce que je vais accompagner pour quelque chose, et puis voilà, et donc des histoires m'arrivent, je les demande jamais les histoires, je les demande jamais, parce que, parce que des fois même je les veux pas, mais elles surgissent, et ben dans ces moments-là, euh, une histoire en cache toujours une autre, et le rapport entre une vérité factuelle et une vérité beaucoup plus euh, psychologique peut-être, ou quelque chose qui serait un traumatisme et qui se raconte avec des faits et tout ça, c'est très flou, c'est très très flou. C'est aussi flou que je suis flou à moi-même en fait. Et donc on travaille sur du flou, beaucoup de flou, sauf le moment où des images surgissent. L'image de cet homme en Algérie, on retourne la photo, on a son vrai nom, l'image du corps au milieu de deux ponts. Je vous propose de conclure là-dessus et en te remerciant vivement Je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup, hein. merci encore pour ton intervention et pour la générosité de tes réponses et pour l'actualité criante qu'elle apporte aussi, hein, avec, et je crois que mes remerciements vont aussi dans le sens comment dire, de l'inconfort que ça peut créer en liant cette question-là à l'actualité, ce qui est, à mon sens, quelque chose de bénéfique et qui était déjà là dans certaines interventions cette semaine, mais qui est quelque chose de bénéfique pour réfléchir à cette question-là et pour la raconter, pour la vivre aussi. Un grand merci. Merci Alors, beaucoup, beaucoup à vous tous.